Alors bonjour à tous, nous sommes avec... Bonjour Abdel. Bonjour Sandrine. Nous sommes avec Abdel qui est fondateur de la team Hobby Fight. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer qui tu es, ce que tu fais au sein de cette team? Alors là-bas je suis le fondateur de la team Hobby Fight, donc c'est une structure sportive, multisport, parce qu'on pratique le MMA, la boxe thaï, le jiu-jitsu brésilien, la boxe anglaise, le grappling, donc c'est plein de mots mais qui se rejoignent autour du MMA. Donc là-bas je suis le fondateur, je suis coach aussi et puis manager, donc je manage une équipe de 42 combattants pro, semi-pro aujourd'hui. On est normalement la plus grosse team d'Europe. Ouais, c'est officieux, mais je pense qu'on l'est. Oh, pas mal. Quel est ton cursus sportif? Alors moi j'ai un peu sportivement, j'ai fait un peu de tout, un peu de boxe française, de la boxe thaï, du kickboxing. J'ai combattu en pancrace parce qu'il faut savoir que le MMA va être légalisé incessamment sous peu. Donc on combattait sous la fédération, enfin sous le pancrace. C'est une version édulcorée, on va dire, sans frappe au sol. Donc j'ai déjà combattu il y a quelques années, mais en pancrace. Et puis aujourd'hui, les gens que j'emmène justement vont combattre à l'étranger à cause de ce manquement en France. Donc voilà. Et comment est-ce que tu vis cette arrivée de du MMA en France? Avec plaisir, parce que j'ai 39 ans. On va dire que j'ai commencé la boxe il y a c'est en 92 j'attends, ça fait aller depuis les années 2000 qu'on nous dit que le MMA va arriver, que ça va être légalisé peut-être l'année prochaine, l'année d'après. Et c'est vrai que là, c'est arrivé un petit peu sans... parce qu'il n'y a pas eu de signaux. On a un peu enterré, on a fait le deuil du MMA, on va dire, les anciens, les gens de ma génération. Et puis d'un coup, on nous a annoncé que le MMA arrivait en France. Donc voilà, normalement c'était prévu pour septembre, mais avec ce qu'on appelle l'AMI, l'appel à manifester, ça a été repoussé à janvier pour les premiers événements, logiquement. Comment est-ce que tu comptes te positionner face à cela? Alors comment on va se positionner? En tant que promoteur sûrement, je ne vais pas trop en dire là-dessus, mais il y a des choses qui se préparent. Là, il y a beaucoup de gens qui se préparent à la promotion de ce sport qui fait du bruit dans le monde entier. On est un des rares pays à ne pas autoriser le MMA. Et aujourd'hui, on va se passer... côté sportif, on a beaucoup de combattants à mettre sur les plateaux. Et puis après, il y a la promotion, bien sûr, créer des événements. C'est des choses que j'ai envie de faire, qui sont déjà dans les tuyaux d'ailleurs. Tous ceux que tu encadres, est-ce que tu peux nous dire dans quelles organisations ils combattent? Bien sûr, on a eu la chance de faire les plus grandes organisations. Je vais citer quelques noms. Il y a Michael Lebou chez nous, qui est vétéran de l'UFC, donc qui a combattu 3 fois. Aujourd'hui, il est au M1 Global, la grande organisation russe, qui est dans le top 3 monde. On est au Brave, c'est l'organisation du Prince du Bahreïn. Il y a l'European Beatdown en Belgique, on est dessus aussi. On est sur toutes les plus grosses orgas. Pour vous dire, on était même sur l'affiche Karis Bouba. Si vous regardez le combattant derrière Bouba, c'est Michael Lebou, c'est un de mes combattants. Donc on est vraiment sur tous les plus gros plateaux, on a réussi à se placer partout. Donc on a une vraie expérience internationale. Et je pense que notre expérience internationale va vachement servir en France. Et on dit Karis Bouba ou Bouba Karis? Moi je dirais Bouba Karis. Non, je dirais Karis Bouba. On va dire que Karis est à domicile, même si je prends pas de parti. Bien sûr. Pour moi, c'est pas un combat qui devrait... Enfin, c'est pas un combat qui sportivement m'intéresse, parce que les gens s'attendent beaucoup à beaucoup de choses, même si je respecte les artistes, attention. Mais il faut savoir que c'est des débutants, que le combat si ce combat a lieu, ce sera un combat de débutants, même si à la base c'est des très bons rappeurs, pas des combattants. Mais quel est l'intérêt pour le MMA justement? Pour le MMA, moi je trouve aucun dans la façon dont ça a été amené. Je suis franc et... Le problème c'est que nous on essaye de faire légaliser un sport, essayer de montrer aux gens que c'est un sport à part entière, que c'est pas une cage avec des gens qui se tapent dessus. On vous parle beaucoup de pas de règles alors que c'est pas vrai, il y a des règles très strictes dans le MMA. Le problème c'est que au moment de la légalisation qu'on amène le MMA par le rap, par la guéguerre, par la violence, on va dire que ça nous aide pas beaucoup sportivement parlant. Mais enfin beaucoup le savent mais ils ne s'expriment pas haute voix. Ça a juste permis en fait de faire connaître le MMA à ceux qui ne connaissaient pas du tout en fait. Ouais, mais je veux dire, on aurait pu s'en passer. C'est pas, il y a rien de sportivement, on aurait pu s'en passer. C'est vrai qu'il y a un côté, vous savez, ça a été annulé en Suisse. Alors j'ai pas tous les, mais c'est pour une histoire de peur du public, parce que c'est vrai qu'accueillir une salle avec le public des rappeurs, ce sera pas forcément le public sportif qu'on attend. Est-ce que ça va pas ressembler plus à un endroit, enfin une tribune de hooligans qu'autre chose? Donc c'est un peu, moi je pense que c'est ce qui fait peur. Après bien sûr c'est spectaculaire de pouvoir, il y a le côté médiatique et spectacle de rappeurs qui s'affrontent, c'est quelque chose de particulier, mais nous pour les puristes, c'est le sport avant. Ouais, carrément. Surtout qu'on se bat pour qu'il y ait
qu'il y ait une vraie reconnaissance de ce sport qu'on essaie de pratiquer dans notre petit monde en France. Mais il faut savoir que ce sport est vaste, hein. Ça a bousculé la boxe anglaise, ça a bousculé tous les sports, hein. Aujourd'hui, ça a mis tout le monde d'accord, le MMA. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton club? Ouais, tout à fait, Alors, avec où plaisir. est-ce qu'il est situé À Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine. Ouais, tout à fait. Combien d'années? Depuis, alors on a ouvert en septembre 2016. Il faut savoir que on a fait la plus grosse progression de l'histoire, hein, parce qu'en 2 ans, on est passé quasiment numéro 1. Comme je vous l'ai dit, j'ai 42 combattants pro, semi-pro. On a entre 700 et 1000 adhérents quand même. Aujourd'hui, on est un des rares clubs à avoir un pôle préparation physique. On a un service management. On a un peu tout, ostéopathe sur place, cryothérapie. On a vraiment monté quelque chose de costaud. Si vous allez jeter un œil aux photos, vous verrez que c'est une salle vraiment... ça ressemble à une salle américaine, hein. Il y a plusieurs espaces, on est dans un hangar aménagé, on a du matériel de préparation physique, ça ressemble pas à une salle de musculation. Donc on va dire qu'on a été, on est précurseur dans le montage de la salle. Et puis voilà, aujourd'hui je pense qu'on est on doit être dans les deux clubs français organisés et préparés pour le côté pro MMA. Alors quelles sont les qualités d'un combattant selon toi? Les qualités sportives, on va dire, c'est le côté faut être complet si vous voulez. Il faut savoir que le MMA ça regroupe. À la base c'est un groupement de sport. Quand le MMA est né, on appelait ça le free fight à l'époque. J'ai connu comme ça. Il n'y avait même pas de gants, ils avaient le droit au coup de tête, il y avait vraiment plein de choses. Et le but c'était de dire le karaté est plus fort que la boxe anglaise. Et aujourd'hui aujourd'hui c'est devenu un sport à part entière. Aujourd'hui, un combattant de MMA, il sait boxer, il est bon en anglaise, il est bon en jiu-jitsu, il est bon en grappling. Et puis vous arrivez sur des combats très spectaculaires comme on a vu avec McGregor contre Khabib, des combats très attendus avec des oppositions de style. Alors les gens viennent d'horizons différents, bien sûr. On repère le style de chacun, c'est-à-dire qu'on voit très bien que Khabib arrive de la lutte. Il plonge dans les jambes, on voit très bien que McGregor a un style un peu karaté où il est très percutant. Donc on retrouve la spécialité de base à travers la gestuelle, mais sinon aujourd'hui un combattant de MMA doit être complet. On ne peut plus rentrer dans une cage si on ne maîtrise pas le jiu-jitsu, le grappling, la boxe anglaise, la boxe thaï. Enfin, aujourd'hui le MMA on se rend compte qu'on met les coudes, que les combattants sont vraiment complets. À la base les coudes vous en aviez qu'en boxe thaï à la base. En MMA aujourd'hui vous avez des spécialistes des coudes comme John Jones à l'UFC, qui arrivent il y avait Anderson Silva par exemple aussi qui était très efficace avec les coudes. Donc c'était pas commun, mais aujourd'hui tous les combattants maîtrisent toutes les techniques. Donc voilà. Pour moi un bon combattant de MMA, alors il y a 50% c'est du mental. Ah oui, c'est tout parce qu'en fait il y a une grande partie qui est prépa physique, il y a une grande partie du combat qui se prépare dans le dojo, et puis après il y a l'autre partie c'est après la pesée quoi. Donc voilà, pour moi mental et 50% mental, le reste c'est de la prépa. Donc voilà. Et pour le mental, vous avez des coachs, des personnes qui encadrent également? Ouais, alors on va dire qu'on a vous savez, il y a ce qu'on appelle les infinités dans le club. Donc l'homme de coin n'est pas forcément la personne qui discute et qui détend le combattant avant combat. Après, bien sûr, on a l'homme de coin qui prend la direction, mais toute la partie prépa mentale se fait en général avec les infinités. On a des coachs, on peut faire appel à des coachs mentaux, mais le truc, c'est qu'en général, souvent, ça marche par infinité. Sparring, vous avez un sparring partner avec qui vous entraînez souvent, et ben voilà, c'est un petit peu avec lui que ça va se passer. Et les combattants qui sont blessés sont donc suivis par les ostéopathes et toute l'équipe médicale qui est mise à leur disposition. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est combien de temps ils prennent réellement pour se remettre? Alors, c'est complètement aléatoire. Ça dépend des échéances et du nombre de combats pratiqués. C'est vrai que d'une saison à l'autre, alors il suffit que... Je vais vous donner un exemple. Là, aujourd'hui, le M1 Global, c'est la 2e ou 3e organisation mondiale. On a fait 5 combats pour le M1. On a gagné 4 combats avec Michael Lebou. Il a disputé la ceinture il y a 1 mois, donc ça fait beaucoup de bruit, il y a 2 semaines, excusez-moi. Et si vous voulez, il se blesse dans le 3e round, il est obligé d'abandonner alors qu'il gagne le combat. Donc on était en train de sortir le numéro 1 mondial, il se blesse et puis la faute à beaucoup d'entraînement, la faute à beaucoup de combats. Donc c'est vrai qu'il y a vous avez beaucoup d'écoles, il y a des gens qui font avec les douleurs toute l'année, il y en a d'autres qui réparent tout de suite. À partir du moment où vous décidez de réparer, la convalescence est vachement plus longue. Demain vous avez un bobo, et vous décidez d'opérer ou de faire soigner, forcément il va y avoir un temps de récup qui va être très long. Souvent on fait avec les bobos. Donc entre 2 combats, on va dire en MMA en général il y a 3 mois ou 4 mois. En boxe thaï, parce qu'on fait beaucoup de boxe thaï, on a Gaëtan Dambo par exemple qui combat tous les mois. C'est un monsieur qui est très particulier, il nous fait un combat par mois quasiment. Mais sinon, combat de MMA en général 3 par an c'est bien quoi, 3-4 par an c'est bien.
Voilà. Et Hobby Fight, on va pouvoir retrouver Hobby Fight uniquement à Vitry ou alors aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est approché par beaucoup de monde, beaucoup d'investisseurs, franchiser le projet, développer. Et moi, j'ai vraiment encore besoin de. Ouais, exactement. Je voudrais que ça reste cet endroit unique pour le moment. Et j'ai peur de dénaturer les choses. Vous savez, je ne vais pas citer de marque, mais beaucoup de choses, quand ça s'est transformé en chaîne, et ben ça a perdu de sa valeur et sa qualité. Donc, et tu viens de Vitry? Je viens de Vitry, ouais. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes, notamment de Vitry ou d'ailleurs, hein, ouais, bien sûr. pour qu'ils puissent venir s'intéresser au MMA et au contraire, pour dénicher un petit peu les petits talents qui sont cachés et qu'ils ne connaissent pas forcément. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement? Moi, commencer très tôt, tout de suite, d'entrée de jeu. Le MMA, c'est un peu comme le foot. Plus tôt on commence, mieux c'est. Donc c'est vrai qu'on a une arrivée massive. Je crois que j'ai 150 gamins à Hobby Fight. Donc ils arrivent de plus en plus jeunes, les parents les mettent dès l'âge de 8 ans. Donc, et c'est vrai que ouais, ça arrive de plus en plus tôt. Et puis pour ceux qu'on ne peut pas prendre, ils arrivent sur le jiu-jitsu brésilien à l'âge de 4 ans. Donc on a des parents motivés plus que les enfants, donc qui sentent le truc arriver. Et donc ouais, c'est vrai que le secret, c'est de commencer très très tôt. Après, pour tous les jeunes, de toute façon, en général en banlieue, moi j'interviens en prison aussi, à Fleury, et je fais des actions, je fais 18 interventions par an. Et donc justement sur la récidive, sur le passage à l'acte, tout ça. Et donc voilà, ce que j'amène, c'est les valeurs du sport. Et voilà, le sport empêche de faire beaucoup de choses. Et je pense qu'en banlieue, on a un vivier de sportives. Impressionnant. Ouais, impressionnant, exactement. Il n'y a pas que le foot, il y a beaucoup de combattants. Et c'est vrai que je pense qu'avec le MMA, on risque de sortir beaucoup de perles françaises. On a un vrai vivier, exactement. C'est un métier, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Carrément. Et la jante féminine? Énorme. Alors écoutez, moi j'ai plusieurs combattantes que vous croiserez sûrement sur le festival. On a Nora Cornol, on avait Fanny Ramos qui s'est mis en off là, qui était championne d'Europe, championne du monde. On a Kim qui viendra aussi, qui est championne de France, qui viendra tout à l'heure. On a pas mal de beau monde. Donc voilà, il faut savoir qu'on a énormément de filles. On a lancé cette semaine des cours spéciales féminins. D'ailleurs, on l'a lancé sur Facebook. Donc à partir de mardi, on a une jeune fille, une jeune combattante, Laure Ruthless, qui va venir donner les cours le mardi et le jeudi à Hobby Fight justement. Concernant les frères Gracie qui ont écrit l'histoire, faut être clair. Voilà. Quel est ton combattant préféré? Chez les Gracie? Oui. Royce. Pourquoi Royce? Parce que Royce, petit gabarit, réfléchi, dans son petit kimono, il fait peur à personne. Moi j'ai vu des combats anthologiques pendant les années 90 contre Kimmo, contre des gens comme ça, des gens très costauds. En fait, on n'aurait pas misé un centime sur Royce Gracie, et puis finalement avec ses petites techniques de jiu-jitsu, il arrive à les emmener tout doucement au sol et puis les épuiser. Il était vraiment sur un travail de sape et de travail long, éprouvant, mais purement, c'était fait avec le cœur, quoi. Donc pour moi, c'est une personne qui a pour moi, il a développé le MMA. Il a transformé le free fight en MMA sans qu'on s'en rende compte. À cette époque-là, on appelait ça free fight, mais je pense que c'est ce monsieur-là qui a transformé ça en MMA indirectement. Et est-ce que c'est comme cela que tu as découvert le MMA carrément. À travers eux? Ouais, carrément. En fait, pendant les années 90, je me rappelle que même les vidéos étaient interdites en France. Donc je m'arrangeais avec le vidéoclub du coin, qui nous sortait des vidéos marquées interdits. Et puis je vous dis, ils n'avaient même pas de gants. Je crois qu'il y avait le coup de tête de mémoire. Il y avait un boxeur qui arrivait avec un gant de boxe. On aurait dit un Street Fighter, le jeu vidéo. Nous, quand on a découvert ça, on s'est dit, mais c'est incroyable. Et tout était autorisé. Alors c'est vrai que ça ressemblait plus à rien en fin de combat parce que il a fallu structurer les choses. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a... Moi, pendant les années 90, c'est ce qui m'a surprise. L'UFC, en fait, l'Ultimate Fighting de l'époque, quoi. Avant que ce soit racheté par Dana White et tout ça. Oui. Dana White, justement, qui a transformé un petit peu... Le créateur du MMA. Parce que là, maintenant, en fait, lui, il aime énormément le show. Carrément. Il aime énormément les personnalités. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que tu inculques également à tes combattants? Alors, on a tout, c'est pareil, il y a différentes personnalités. Moi, j'ai eu le temps en 2 ans de faire le tour. C'est vrai qu'on a des gens qui font le show naturellement, il y en a qui ne sont pas très chauds, mais qui vous font le show sur le ring. Moi j'ai des combattants très introvertis, mais qui une fois dans la cage ou sur le ring, là il y a un changement complet et c'est à ce moment-là que ça arrive. Il y a les gens qui font le show avant, vous savez, avant peser, et c'est vrai que ça dépend vraiment des personnalités. Moi je pense que pour aujourd'hui, à l'heure du sport business, pour ce que veut le public, c'est ça, c'est du show, c'est un combattant un petit peu extravagant, sans être dans l'arrogance non plus, il faut un juste milieu. Moi, je vais citer 1 ou 2 combattants qui, pour moi, dépassent un petit peu. C'est McGregor. Ça devient un petit peu... je veux dire, c'est très... en fait, on a dépassé le côté
Ouais, sport, spectacle, on est dans l'agacement un petit peu, il est stressant, très insultant, donc c'est vrai qu'il y a des moments où moi je pense qu'il faut quand même garder la limite. Mais pour la carrière d'un combattant aujourd'hui, s'il n'a pas ce côté un petit peu chaud et il restera fade dans la masse. Vous avez besoin, aujourd'hui, un bon combattant qui pense à sa carrière, il a besoin de faire le show, de venir avec une particularité, avec des tatouages, avec quelque chose qui le démarque des autres. Mais est-ce que justement c'est important pour toi les échanges avec les boxeurs tels que McGregor avec Mayweather? Oui et non. En fait, c'est des questions. Alors moi, je vais peut-être pas vous apporter ce qu'il faut en réponse. Moi, je dis que là, on est vraiment sur du business pur et dur qui intéresse que les intéressés. D'accord. En fait, pour moi, alors on sait que c'est un combat qui a généré des milliards. Je crois qu'il y a eu 1 milliard de recettes quasiment sur ça. Mais oui, après, quand vous avez l'expérience du combat, je savais qu'on arrivait sur un combat stérile. Et d'ailleurs, on a eu un combat stérile, un combat complètement plat. C'est comme Pacquiao contre Mayweather. Ces deux monstres, il faut savoir que quand vous mettez deux monstres, ils ne se lâchent pas forcément. Ils sont les deux sur la réserve parce que justement il y a ce risque de se faire coucher, de perdre très rapidement. Donc en fait, et puis souvent c'est monté en épingle avant par les médias. Donc quand vous avez un combat qui est trop médiatisé, vous arrivez sur un combat qui risque d'être stérile. Ça c'est l'histoire qui nous l'a démontré. Donc après, avant on avait des Tyson, des gens comme ça qui quoi qu'il arrive, que ça monte en épingle ou pas, on savait que dès le gong, et ben, ça allait partir très fort. Là aujourd'hui non, on a des combattants qui sont cérébrales et intelligents et donc qui ne vont pas se lâcher tout de suite, pas prendre de risques immédiatement. Donc voilà, deux grosses oppositions, c'est moindre risque. Par contre aujourd'hui, un combat de jeunes combattants ou de nouveaux, ce sera plus spectaculaire justement par la fougue, en fait l'expérience en retire la fougue en fait indirectement. Je sais pas si j'ai été, clair, voilà. Donc c'est vrai. J'ai encore deux petites questions. Ouais, pas de souci. Deux petites questions. Alors je voudrais savoir quels sont tes combattants préférés. Donc est-ce que ce sont ceux qui font dans l'histoire ou pas? Ouais. Oui, bien sûr. Alors dans l'histoire, il y a John Jones, pourtant c'est un homme de show. John Jones, ça reste quelque chose je vais vous dire, Dan Anderson. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y avait Couture qui a pris sa retraite, c'est un combattant qui a plus de 50 ans maintenant. Bon, il y a Vanderlei Silva qui était un peu plus dans l'extravagance, et puis il y a Shogun aussi, je ne sais pas si vous avez connu. C'était de la team brésilienne Shootbox, donc de Vanderlei Silva. C'est un combattant que j'aimais beaucoup, qui était très irrégulier. Et puis, allez, pour le fun, pour la fin, Victor Belfort. Victor Belfort, un beau Brésilien aussi, très efficace et qui a pareil eu des... Il faut savoir que les Brésiliens, ils ont des hauts et des bas par leur vie là-bas. Il faut savoir qu'ils ils continuent à évoluer dans leurs favelas, tout ça. Et puis, je sais que Victor Belfort avait été touché par des problèmes familiaux, enlèvement de sa sœur. Enfin, ça a été très compliqué, tout à fait. Mais voilà. Donc. Et la dernière petite question. Alors, c'est concernant Obifight. J'aimerais savoir quels sont les combattants sur qui tu mises et que nous, on doit suivre, nous, absolument. Alors, je dis attention, il y a David Beer qui arrive. Il est déjà dans les papiers de l'UFC. David Beer, il faut savoir qu'il a déjà fait le TUF, la télé-réalité de Dana White. Donc, il a été convoqué il a été jusqu'à New York l'année dernière. Il a réussi les tests, la catégorie n'a pas été sélectionnée. David Beer, je pense que vous allez le voir très rapidement, c'est un gros combattant. Il y a Mickaël Lebou qui va faire du bruit sur les plateaux français dès la légalisation. Vous allez voir, c'est un sacré pirate. Dans ma team, il y a Taha Radbi aussi, qui est très 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 présent. Et puis il y a des nouveaux qui vont arriver tout doucement. Je ne peux pas en parler maintenant parce qu'ils sont déjà sur le pied-point. Voilà, mais sinon voilà, ces trois athlètes-là, vous allez voir que vous allez en entendre parler très très vite en France parce qu'ils font déjà un nettoyage de catégories dans les grandes organisations étrangères. Mais le fait que ce ne soit pas médiatisé en France, on ne les connaît pas. C'est des gens que vous croisez dans le métro tous les jours, mais qui font un bruit phénoménal, qui travaillent à la RATP. Il y a Yacine Belhadj aussi. Vous allez voir, qui était champion du monde de taekwondo et qui est en MMA et qui nous fait il vient de signer, normalement il signe dans l'organisation de TKO au Canada, c'est pour bientôt. Et lui aussi est un combattant très 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 efficace. Super. Et si tu étais un combattant, tu serais dans quelle catégorie? Alors aujourd'hui, moi à l'époque où je boxais j'étais à 67 kg. Aujourd'hui je vais dire que j'évoluerai à 70. Même si j'en fais plus de 80 aujourd'hui, j'évoluerai à 70 kg. Il faut savoir que dans le MMA, on a déjà dû vous en parler, il y a le cutting. Oui, je connais très bien. Voilà, et il faut savoir que c'est très compliqué. Alors je sais pas comment, c'est sur ces questions-là qu'on n'arrive pas à se positionner en France. Qu'est-ce qui sera autorisé aujourd'hui en France? Il faut savoir qu'à l'étranger, nous on est obligé de cutter. Pourquoi? Parce qu'ils le font. Oui. Vous arrivez avec des combattants, un Khabib fait plus de 90 kg hors combat. Il combat à 70 kg dans la cage de l'UFC. D'accord? Donc nous on est obligé de s'adapter. C'est-à-dire qu'on apprend le cutting, donc aujourd'hui on a un savoir-faire. Nos combattants lâchent 8, 10 kg. À 24 heures du combat, quoi. Et c'est particulier, il y a tout un processus. On a la chance. Nous on fait ça proprement par contre.
faut savoir qu'il y a beaucoup de combattants qui chargent. Nous, on fait ça proprement. C'est à base de BCA, d'eau, de sucre. On essaie d'une réhydratation parce qu'en France, on est contrôlé clairement, hein, et bien contrôlé d'ailleurs. Mais c'est vrai il y a le cutting et on se demande si nos combattants qui combattent à l'étranger vont combattre dans les mêmes catégories en France. Il se peut que Mickaël Lebou qui combat à 70 kg à l'étranger, en France combatte à 77. Moi je m'attends à ce que le cutting ne soit pas si important que ça en France. Ce serait bien qu'il n'ait pas la place qu'il a aujourd'hui à l'étranger parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les combattants morphent. Il faut être conscient que quand vous perdez 10 kg en 24 heures, c'est pas bon pour le corps. Il faut être réaliste. Donc voilà. Bah en tout cas, merci beaucoup Merci pour à vous. toutes ces informations. Merci. Hein, et puis, on ne manquera pas de te suivre. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. À très vite. Merci.